Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire et la Trouve. Nous sommes samedi, lundi 13 juillet 2026. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Incendie à répétition dans les marchés, Parsem réclame des enquêtes approfondies et des mesures de prévention. À Nahangwa, des élus communaux saisissent le gouverneur pour dénoncer la gestion de l'administrateur. Et enfin, nous allons vous faire entendre dans ce journal dans le sport pour le karaté. Le Burundi termine 3e au championnat d'Afrique centrale. Les playoffs de basketball se poursuivent. C'est tout pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page société où remouer le couteau dans la plaie des Burundais au lieu de les rassurer et essayer de trouver solution aux problèmes qui gangrènent le pays. Telle est l'attitude adoptée par certains représentants du gouvernement burundais. Pour illustrer cela, nous allons décortiquer les discours prononcés par différentes autorités au sujet des incendies qui ne cessent de ravager les marchés. Discours allant jusqu'à menacer les commerçants que s'ils n'achètent pas eux-mêmes les camions anti-incendie, ils n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes pour ce qui pourra leur arriver. C'est un reportage signé Josiane Mouzaneza. Bon Dieu, nous avons été témoins du malheur qui s'est abattu ici, mais nous restons convaincus que rien ne se fait sans ta volonté. La voix est celle de Gérard Ndabirabe, président de la Chambre basse du Parlement burundi. Il s'était rendu au marché central de la commune Ngozi afin de réconforter les commerçants qui avaient vu leurs marchandises partir en fumée. Une mission qui s'est transformée en moquerie vu que cette autorité a fait savoir que ce qui leur est arrivé est de leur faute car ils ont été ingrats et ont désobéi aux autorités gouvernementales. Il n'y a pas de hasard dans les agissements divins. Parfois nous oublions qu'il y a un lourd tribut à payer lorsque nous oublions que tout ce que nous avons, nous le devons à Dieu. On doit garder à l'esprit qu'il faut toujours remercier le Créateur, pardonner à ceux qui nous ont offensés et faire du bien à nos détracteurs. Quand les affaires marchent, on a tendance à oublier tout ça. Que cela vous serve de leçon. C'est un clin d'œil que Dieu nous fait. Ce que Dieu fait pour nous n'est pas mauvais, mais des fois il déchire le voile devant nos yeux afin de nous rappeler à l'ordre. Ce genre de discours a été tenu pour la première fois il y a de cela 23 ans par un certain Edouard Nduwimana, alors ombudsman burundi. C'était en date du 27 janvier lors de l'incendie qui a ravagé le marché central de Bujumbura. À cette époque, ce dernier avait dit, je cite, « Cela est la volonté de Dieu ». Il a incendié ce marché afin de nous construire un autre plus moderne. Fin de citation. Mais revenons à Ngozi où les commerçants et la population qui s'attendaient à une quelconque aide gouvernementale, tout ce monde est resté bouche bée tellement ils étaient hébétés. En effet, le numéro 1 du Parlement burundais venait de leur sortir une bombe. Après avoir tout perdu, ils allaient devoir acheter eux-mêmes les camions anti-incendie. Mes chers amis, vous avez oublié les camions anti-incendie. Les commerçants auraient dû cotiser pour acheter 2, 3, voire 5 camions anti-incendie. Vous êtes nombreux car cette province regorge de beaucoup de marchés et aucun marché ne dispose de ce genre de camions. Vous vous imaginez? Tout ça est de votre faute car vous avez oublié l'essentiel, d'où ce lourd tribut que vous avez payé. La question que plus d'un se pose est la suivante.
Comment une telle autorité peut oser demander aux commerçants qui ont tout perdu d'acheter des camions anti-incendie alors que la plupart d'entre eux ne savent même pas où trouver les fonds nécessaires pour relancer leur commerce, surtout que la plupart d'entre eux n'avaient pas encore épongé les dettes contractées auprès des banques. Chose encore plus bizarre, c'est de voir que Ndavidabe force les commerçants à s'équiper en engins anti-incendie alors que les fonds y alloués ont déjà été votés et inclus dans le projet de loi budgétaire exercice 2026-2027, du moins selon les dires du ministre Léonidas Ndaruzaniye ayant l'intérieur et la sécurité publique dans ses attributions. Ibyo bikoresho rero barakoresha ibyo bafise nitwovuga ngo birakwiye neza ariko twobizeza yuko. Ils travaillent avec le peu d'équipement à leur disposition. Il est vrai qu'ils n'ont pas assez de matériel, mais qu'à cela ne tienne. Dans le projet de loi budgétaire exercice 2026-2027, il y a un budget alloué à cette fin afin d'acheter d'autres engins destinés à protéger la population contre les différentes catastrophes naturelles et sinistres, dont justement les incendies. Birimwe mu byatekanije kugira ngo twongereze ibyo dusanzwe dufise. Merci à toi Josiane Mouzaneza. À ce propos, au cours de ces 2 derniers mois écoulés, 4 marchés ont pris feu. Le dernier en date est celui d'Ongodi, jeudi de la semaine passée. Cette situation inquiète Parsem du fait que l'État burundais ne fait pas des enquêtes approfondies pour déterminer l'origine de ces incendies. Pour Faustin Ndikumana, président de Parsem, le gouvernement devrait encourager les commerçants à souscrire à une assurance. Il devrait également mettre en place, en collaboration avec eux, des mesures de prévention efficaces afin de protéger les marchés contre les incendies, un phénomène qui contribue à l'appauvrissement du pays. Écoutons Faustin Ndikumana, président de l'organisation Parsem. Et si on analyse la fréquence des incendies qui continuent à ravager les marchés dans notre pays, on constate vraiment qu'il y a anguille sous roche. C'est une singularité regrettable qui caractérise notre pays, avec tout ce que cela comporte comme conséquence au niveau de la perception des taxes de l'État, au niveau de la survie des familles. Un marché fait vivre beaucoup de catégories de personnes. Et si on analyse cette fréquence, on voit vraiment que les incendies des marchés constituent une menace déclarée dans notre pays. Donc on ne comprend pas pourquoi le gouvernement ne fait pas une enquête minutieuse, une étude minutieuse pour établir les causes profondes, les vraies causes des incendies qui ravagent nos marchés et prendre les mesures conséquentes pour baliser à cela de façon définitive. Un incendie peut ravager, décimer une infrastructure de marché toute une nuit sans qu'il y ait une intervention rapide. Je comprends mal comment le président de l'Assemblée nationale peut dire que ce sont les commerçants qui doivent s'arranger pour acheter cet équipement. Je crois que là vraiment il faut une réflexion profonde pour qu'une solution soit trouvée. Notamment prévoir un budget suffisant dans le cadre de la loi des finances. Il faut que la transparence soit de mise pour gérer cette situation. Des comités de crise élus par les propriétaires des stands du marché doivent être mis sur pied pour gérer la situation dans la transparence. Et le gouvernement doit prendre toutes les mesures pour protéger les anciens propriétaires des stands. Investir immédiatement dans les marchés pour prendre des mesures définitives, palliatives contre de tels incidents. Sensibiliser les populations, les citoyens à l'assurance. Exiger par exemple le paiement d'assurance aux propriétaires des stands. Donc je crois quelque part il faut une action gouvernementale décisive et non pas des mesures évasives, une stratégie gouvernementale décisive pour prendre des solutions idoines à de telles
situation. Dans la rubrique santé, des infirmiers de différentes localités du pays qui ont participé à la campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus destinée aux filles âgées de 9 à 14 ans réclament le paiement des indemnités de déplacement qui leur avaient été promises. Cela fait maintenant 2 mois qu'ils attendent d'être régularisés, mais leur attente reste jusqu'à présent sans réponse. Le point avec Dean Karondo. En raison de l'organisation de cette campagne, certains agents ont dû se rendre dans les écoles. Ces professionnels de la santé avaient reçu la promesse qu'ils bénéficieront d'une indemnité de transport calculée en fonction de la distance parcourue. Raconte notre source. Les indemnités de transport étaient calculées en fonction de la distance à parcourir. Il avait été indiqué que toute personne effectuant un trajet ne dépassant pas 25 km recevra 19 000 francs burundais par jour. Pour connaître le montant total attribué à un agent, il faut donc multiplier cette somme par les 3 jours de la campagne. Toujours d'après notre source, les longues distances à parcourir, combinées au matériel qu'ils devaient transporter pour le travail, les ont contraints à contracter des dettes afin de payer leur déplacement à moto. Certains d'entre nous ont même été contraints d'emprunter de l'argent afin de pouvoir se rendre sur le terrain. En effet, les déplacements nécessitaient de prendre une moto car nous transportions un grand nombre de matériel, une poubelle, une boîte de sécurité destinée à recueillir les seringues usagées, un thermos contenant les vaccins, un sac rempli de seringues et d'autres fournitures, ainsi qu'un tablier. Nous ne pouvions pas porter ce tablier en circulant sur la voie publique. Nous transportions donc tout cet équipement en même temps, ce qui rendait les déplacements particulièrement difficiles. Aujourd'hui, 2 mois d'attente. Ces infirmiers demandent que cette indemnité leur soit versée dans le meilleur délai afin que ceux qui ont contracté des dettes puissent les rembourser. Notre source au sein du ministère de la Santé indique que le retard dans le versement de cette indemnité est dû au fait que les directeurs des districts provinciaux ont tardé à transmettre les rapports sur le déroulement de cette activité. Nous n'avons pas pu joindre Fidèle Ngezabahizi, ministre ayant la santé dans ses attributions, pour recueillir sa réaction. Merci à toi, Dean Karondo. Dans la rubrique sécurité, au cours de la semaine qui vient de s'achever, la RPA a pu confirmer 2 cas d'homicide survenus dans 2 provinces du pays. La première victime est un homme dont l'identité n'a pas été encore établie. Il a été retrouvé samedi dernier agonisant au bord de la route Mabanda-Mugina sur la colline Ebikove en commune Nyanza. Grièvement blessé, il est décédé avant de pouvoir être secouru. Selon les premiers constants, la victime présentait des blessures ainsi que des traces laissant penser qu'elle avait été ligotée. La deuxième victime a été tuée dans la province de Gitega. Il s'agit d'un habitant assassiné à coups de machette par son jeune frère, identifié sous le nom de Ndouimana vendredi dernier dans le quartier Nyamugari en ville de Gitega. D'après les informations recueillies, un conflit familial serait à l'origine de son meurtre. Le présumé auteur a été arrêté par la police. Droits de l'homme à présent. AT Génocide Chirimoso dénonce les menaces et les actes d'intimidation visant Terence Mouchano, vice-président de cette organisation, à la suite de ses déclarations sur le rapport présenté par la Commission Vérité et Réconciliation sévère. L'organisation condamne cette intimidation, estimant qu'il n'a fait qu'exprimer son opinion. Suivez Liliane Nindeleye, porte-parole d'AC Génocide Chirimoso pour la Scandinavie. Nous tenons à réagir sur les accusations publiques qui visent notre vice-président, M. Terence Mouchano, après son intervention sur la radio publique africaine concernant les rapports de la Commission Vérité et Réconciliation. Et les propos de M. Terence Mouchano étaient sortis de leur contexte. Ils ont été déformés et présentés de manière à lui prêter des intentions qu'il n'a jamais eues. Ils ont allé jusqu'à demander au gouvernement du Burundi de saisir la justice contre lui. C'est une démarche grave, surtout dans une
société où la liberté publique et les protections des droits fondamentaux restent fragiles. Et M. Terence Mushano n'a jamais appelé à la haine, il n'a jamais appelé à la violence ou à la vengeance. Il n'a jamais nié les souffrances vécues par une composante du peuple burundais. Son intervention était une analyse de citoyen ou bien d'un politicien. Il s'est interrogé sur la composition de la CVR, sur sa méthode, sur son impartialité et sur les conséquences possibles de son travail dans une société burundaise encore marquée par des traumatismes profonds. Nous pouvons aussi nous poser une question. Dans une société qui cherche la vérité, et c'est un crime de critiquer une commission, et c'est un crime de demander plus de rigueur, plus d'experts indépendants ou de s'inquiéter des effets d'un rapport public? Non. Et c'est même une condition pour que la réconciliation soit sincère et durable. Là, ce génocide de Chilimoso projette fermement les accusations selon lesquelles M. Terence Mushano aurait tenu des propos de haine, aurait nié des crimes ou aurait manqué de respect aux victimes. La lutte contre le génocide et les discours de haine doit rester un combat pour la dignité humaine et ne doit jamais devenir un outil d'intimidation politique. Nous demandons que l'on cesse de prêter à M. Terence Mushano des propos qu'il n'a pas tenus et nous invitons tous les lecteurs à privilégier la responsabilité et le respect dans le débat sur la mémoire, la vérité et la réconciliation. Comme je vous le disais en titre, des divergences persistent entre le conseil communal de Nahangwa en province de Bujumbura et l'administrateur de cette commune. Dans une lettre récemment adressée au gouverneur de la province de Bujumbura, les conseillers communaux dénoncent ce qu'ils qualifient de mauvaise gestion des ressources communales. Ils reprochent également à l'administrateur de prendre certaines décisions sans consulter au préalable le conseil communal, pourtant chargé d'orienter et de contrôler la gestion de la commune. Le point avec David Claude Mbananayo. Dans une correspondance adressée le 6 juillet de cette année au gouverneur de la province Bujumbura, Aloïse Ndaikengurukiye, les membres du conseil communal de Nahangwa accusent l'administrateur communal Alexis Habyarimana de mauvaise gestion et de détournement des ressources de la commune. Parmi les griefs formulés figure notamment le projet de logiciel destiné à la collecte des taxes et impôts communaux. Alors que son coût initial était estimé à 323 millions de francs burundais, il a finalement été réalisé pour plus de 950 millions de francs burundais sans consultation préalable du conseil communal. Les conseillers reprochent également à l'administrateur de ne pas respecter les dispositions légales régissant les communes, notamment en matière d'attribution des marchés publics. Selon eux, plusieurs marchés ont été accordés sans respecter les procédures prévues par la loi. Ils accusent aussi de ne pas mettre en œuvre certaines décisions adoptées par le conseil communal ainsi que celles prises par le gouverneur de la province. Face à cette situation de mésentente entre le conseil communal et l'administrateur, la loi communale du 17 juin 2024 précise les mécanismes de collaboration et de règlement des différends entre ces deux organes. L'article 49 prévoit qu'en cas de conflit entre le conseil communal et l'administrateur, les 2/3 des membres du conseil peuvent demander par écrit la convocation d'une session extraordinaire afin d'examiner une éventuelle motion de défiance à l'encontre de l'administrateur communal. L'article 50 stipule que cette motion doit être approuvée par les 2/3 de l'ensemble des conseillers communaux pour être adoptée. Selon l'article 51, une fois la décision prise, le procès verbal de la séance est transmis au gouverneur de province qui le soumet ensuite au ministère de l'Intérieur afin que les mesures appropriées soient prises. L'article 52 précise quant à lui que le secrétaire exécutif assiste l'administrateur communal dans la gestion quotidienne de la commune, coordonne les activités techniques de l'administration communale, participe à la préparation des décisions de l'administrateur et assure son intérim en cas d'empêchement. Cette loi montre que même si l'administrateur communal dispose du pouvoir de gestion et de direction de la commune, le conseil communal joue un rôle essentiel de contrôle et de suivi de l'action administrative afin de garantir la bonne gouvernance et une gestion transparente des affaires communales.
Merci à toi David Claude Mbananayo. L'ouverture de la radio Rundera FM appartenant à l'organisation Bimenye Burundi Communication Center constitue un nouvel élément qui s'ajoute aux actes de violence et l'astreinte des Burundais en exil qui caractérisent le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Ces propos ont été tenus par Athanase Karayenga, journaliste et enseignant universitaire lors de l'émission Ijambo Nigwawe diffusée ce dimanche. Il affirme également que cette radio a également pour objectif de s'en prendre aux citoyens qui ne soutiennent pas ce régime en place, tout en les appelant à rester vigilants et résilients. umuntu yubahwa kuzanira iteranya abantu iteranya amoko iteranya abagore n'abagabo iteranya abahutu n'abatutsi mu by'ukuri aba yerekanye yuko ari wafise ubwoba rero mwebwe ntimugire ubwoba muhaguruke muyirwanye murwanye amacakubiri. Quiconque ose créer une radio qui divise les citoyens, oppose les ethnies, les femmes aux hommes, le Hutu aux Tutsi, montre en réalité que c'est lui qui a peur. Vous, en revanche, n'ayez pas peur. Levez-vous pour combattre les discours de division, mais sans céder à la peur. Si vous commencez à vous résigner, ils auront gagné. Au contraire, riez-en et montrez-leur que ces idées appartiennent au passé. Ce sont eux qui sont les prisonniers de cette mentalité. Le message que je veux transmettre est simple. N'aie pas peur. Ceux qui sont derrière cette radio sont ceux qui ont peur. Il n'y a pas d'autres explications. Au Burundi, certaines personnes insultent ouvertement les Bahima et les Tutsis. Et nous savons qu'elles sont soutenues par le gouvernement du CNDD-FDD. Ces comportements existent depuis longtemps chez une minorité des Burundais. Et ce n'est pas uniquement le fait des Burundais, ni seulement des Hutus ou des Tutsis. Il y a partout des personnes qui cherchent à diviser les populations afin de consoler leur pouvoir. Il n'est donc pas étonnant qu'ils mettent en place une radio de propagande qui attise les divisions. Ce n'est pas nouveau. Cela s'est déjà produit à plusieurs reprises dans le passé. Lorsqu'on observe la stratégie du CNDD-FDD consistant à dresser les communautés les unes contre les autres et à dénigrer constamment les Bahima et les Tutsis, on voit que cela fait partie de leur pratique habituelle. On pourrait même dire qu'ils ont tardé à le faire. D'ailleurs, souvenez-vous que la radio Rema FM n'était pas très différente de cette radio Rundera FM. Et vous avez entendu dire que Rema était une radio liée aux Interahamwe introduite au Burundi. Il ne s'agit donc pas d'une nouveauté. Depuis des années, le CNDD-FDD est accusé de truquer les élections, de persécuter les citoyens, de recourir aux Imbonerakure, de voler, de tuer, de faire disparaître des personnes, d'enchaîner des citoyens et de maltraiter les Burundais. Tout cela s'inscrit dans leur manière d'agir. C'est leur culture politique et leur stratégie. Ils cherchent par tous les moyens à se maintenir au pouvoir. C'est pourquoi ils veulent instaurer un climat de peur. Ils veulent que les Tutsis et les Hutus, qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement, aient peur. De son côté, Albert Rudasimbugwa, journaliste et fondateur de la radio Contact FM Rwanda, estime que la création de Rundera FM s'inscrit dans une logique de l'idéologie de discours fondée sur les divisions ethniques qui marque le parti CNDD-FDD. ni ingengabitekerezo, ni ideologie. En fait, bo niyo ideologie yabo kugira ngo bayemere nuko ari nibyo nabo niwo murongo bagenderaho. Leur idéologie est fondée sur un courant de pensée bien précis, sur la ligne qu'ils suivent. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que ce parti n'a rien apporté à la population depuis son entrée dans la vie politique. La seule réalité est qu'il existe encore des Burundais vivant à l'étranger.
sans réseau valable de rester réfugiés alors qu'ils ont un pays où rentrer. Cela montre que leur objectif est uniquement d'entretenir les divisions. Ils continuent à remettre en avant des idées anarchiques qui n'ont plus leur place aujourd'hui. En dehors des tragédies telles que le génocide, les massacres et les violences, le fait de continuer à classer les gens comme Hutu ou Tutsi dans une société moderne relève d'une vision dépassée. Ce sont des conceptions dans notre temps. Avant l'arrivée des colonisateurs, des Rwandais et les Burundais formaient des peuples unis. Aujourd'hui, une personne peut être journaliste, médecin ou avocat, c'est cela qui compte. Nous devons regarder vers l'avenir, nous développer et nous considérer avant tout comme Burundais ou Rwandais. Le CNDD-FDD adhère à une idéologie qui présente des liens avec ceux ayant conduit au génocide. Certains membres de FDLR rapatriés ont eux-mêmes déclaré partager cette idéologie avec les autorités burundaises. Cela se manifeste notamment par le soutien que ce gouvernement apporte aux actions visant les Banyamulenge. La période d'intervention de la force d'Afrique de l'Est, après le retrait du M23 de certaines localités, le groupe Wazalendo ont incendié de centaines d'habitations en présence des militaires burundais. Cette orientation n'apporte aucun bénéfice ni au Burundi ni à la région. Concernant cette radio, vous devez élever la voix à dénoncer cette situation et à interpréter ceux qui soutiennent habituellement cette radio. La radio Rundera FM appartenant à Bimenyi Burundi Communication Center a été officiellement inaugurée le 11 juin 2026. Sport à présent, la compétition de karaté qui se déroulait à Bujumbura pour les pays de l'Afrique centrale s'est clôturée ce dimanche. Le Burundi a occupé la 3e place avec 7 médailles. Au basketball, pendant les playoffs, Urunani mène par 2 victoires à 0 face à Kern et Dynamo, et Taïga sont à égalité d'une victoire partout. Les détails avec Désiré Hatungimana. Les playoffs ont débuté ce samedi dernier et attirent une grande affluence, preuve que les Burundais étaient impatients de retrouver du basketball de haut niveau. 4 équipes participent aux demi-finales, à savoir Kern, Taïgas, Dynamo et Urunani, toutes ayant renforcé leur effectif. Samedi, les Tigers ont créé la surprise en battant Dynamo dans un match très serré par 89 points à 87, grâce notamment aux 37 points inscrits par James Amotoe et Joël Ghané. Mais lors du deuxième match, Dynamo a répliqué en s'imposant largement par 89 points à 70. Les deux équipes comptent donc chacune une victoire. De son côté, Urunani a dominé Kern à 2 reprises, 87 points à 70, point 82 à 60. L'équipe semble déjà en bonne voie pour atteindre la finale où elle attendra le vainqueur du duel entre Dynamo et Taïgas. Au karaté, le Burundi a participé au 16e championnat d'Afrique centrale de karaté aux côtés de la RDC, du Tchad, du Cameroun, du Gabon et de la Guinée équatoriale. Le Cameroun a largement dominé la compétition avec 28 médailles d'or, tandis que le Burundi a terminé à la 3e place avec 7 médailles d'or. Au football, ce dimanche, le championnat rwandais a récompensé les meilleurs joueurs de la saison 2025-2026. Le Burundais Jean-Claude Girumugisha, évoluant au club soudanais d'Al-Hilal, a été sacré meilleur joueur. Ce club joue dans le championnat rwandais en raison de l'instabilité sécuritaire au Soudan. Auteur de 9 buts et 14 passes décisives, il a largement contribué au sacre de son équipe. Il a reçu un trophée ainsi qu'une voiture d'une valeur de 15 millions de francs rwandais. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce lundi 13 juillet 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dani Claire Ilatrumba. Bonne soirée chez vous.